Bonjour et bienvenue à tous. Nous nous sommes quittés la dernière fois sur l'art de dire bonjour. Et je commence aujourd'hui par vous redire bonne année, mais en chinois cette fois. Donc, 兔年快乐, 万事如意, ce qui veut dire donc joyeuse année du lapin. Que tout se réalise selon vos désirs. Comme vous le savez sans doute, aujourd'hui nous sommes le premier du Nouvel An chinois, donc nous étions ou vous étiez censés faire la fête hier soir, mais on peut encore continuer dans les jours prochains. Alors, toutes ces façons de se saluer, de se souhaiter une bonne journée ou une bonne année sont des rites, ou du moins le peu qui nous reste dans nos sociétés modernes, dites avancées, donc le peu qui nous reste des formes ritualisées de la vie sociale. Or, ce que Fingeret, ce philosophe pragmatiste américain qui nous occupe depuis quelques semaines, ce que Fingeret pense découvrir dans les entretiens de Confucius, c'est précisément une conception de l'humain qui trouve son origine première dans les rites, dans la ritualisation du lien humain. Alors, comme Fingeret le dit dans une phrase que nous avons lue la semaine dernière, ce qui prime selon lui dans les entretiens, et ce qui l'a donc frappé en tout premier lieu, c'est l'absence du drame intérieur qui se joue sur la scène intérieure de l'âme, ce qu'il appelle « the inward drama on the inward stage of the soul ». Donc ce drame intérieur auquel nous a habitués notre environnement culturel européen, si fortement marqué par les grandes religions monothéistes et tout particulièrement par la spiritualité chrétienne. Alors, ceci ne veut pas dire que la vie dans les entretiens est conçue comme dénuée de drame, mais simplement que le théâtre de la vie est à prendre très littéralement comme performance. Performance est un classique faux ami, ça ne veut pas dire ce que nous entendons nous en français par performance, c'est-à-dire au sens de exploit ou résultat sportif, mais il faut se rappeler que ça vient du verbe anglais to perform, c'est-à-dire donc faire ou accomplir. Donc, cela signifie que la vie se joue, ou plutôt se met en acte à la manière d'une chorégraphie existentielle, pour reprendre l'expression de Jean Lévy, à travers ce que Fingeret appelle donc ritual, gesture and incantation. Donc le rite, le geste ou la gestuelle et l'incantation. Alors ceci pourrait nous faire penser que l'approche de Fingeret, de par son attention au comportement externe plutôt qu'à la conscience interne, serait à qualifier de behavioriste. Alors, du nom de cette théorie psychologique constituée au début du siècle dernier à partir du mot anglais behavior, qui signifie le comportement. Et donc cette théorie est également connue sous le nom de comportementalisme, le behaviorisme ou le comportementalisme. En fait, comme Fingeret l'indique lui-même, sa source d'inspiration dans sa lecture neuve des entretiens
est à chercher plutôt du côté de l'analyse linguistique caractéristique d'un certain courant de la philosophie anglo-américaine. Dans ce courant se développe une forme de ce qu'on a appelé la pragmatique, pragmatics, qui est elle-même une branche de la linguistique issue du pragmatisme américain dont nous parlions il y a 2 semaines et dont vous avez donc les grands noms ici sur le tableau. Nous avions évoqué donc le nom de Charles Sanders Peirce, William James, John Dewey et plus récemment donc Hilary Putnam, Richard Rorty, etc. Alors les exemples que nous avons évoqués la dernière fois concernant la façon de se saluer par un shake hand, par une poignée de main ou par un bonjour peuvent vous sembler de la dernière trivialité. Mais pour le pragmatiste qu'est Fingeret, c'est une manière de montrer que la fameuse qualité magique dont il parle ne s'applique pas seulement donc, à des situations solennelles, mais aussi dans le quotidien donc, le plus trivial. Et ça ne s'applique pas seulement non plus à l'agir, cela s'applique aussi au dire, ou plus exactement au dire considéré comme de l'agir. Alors, Fingeret reconnaît ici ce qu'il doit à un livre qui a fait date, celui du philosophe britannique John Langshaw Austin, plus connu sous ses initiales, J.L. Austin. Ce livre s'intitule How to do things with words, c'est-à-dire littéralement comment faire des choses avec des mots, qui a été publié à titre posthume en 1962, c'est-à-dire tout juste 10 ans avant le livre de Fingeret sur Confucius, The Secular as Sacred. Alors, ce livre, donc How to do things with words, a été traduit en français aux éditions du Seuil en 1970 par Gilles Lannes sous le titre Quand dire, c'est faire. Alors, nous avons là une belle trouvaille de traduction qui a ensuite fait son chemin. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, c'est notamment par référence à cette très jolie formule, cette formule très heureuse, que notre collègue du Collège de France, le professeur John Scheid, qui donc occupe la chaire sur la Rome antique, a publié son excellent livre que je vous recommande chaleureusement, donc publié en 2005, consacré au rite sacrificiel romain, sous le titre « Qu'en faire, c'est croire ». Alors, J.L. Austin a été professeur de philosophie morale à Oxford. Il est mort prématurément en 1960, à l'âge de 48 ans, et il fait partie de ce qu'on a appelé l'école d'Oxford, qui regroupe des philosophes anglais qui, dans la lignée de la philosophie empiriste anglaise, dont vous avez quelques grands noms ici, Locke, Berkeley, Hume, se sont intéressés au langage ordinaire, au ordinary language, d'où la dénomination de cette école d'Oxford
quelquefois aussi sous la dénomination de Ordinary Language Philosophy, donc la philosophie du langage ordinaire. Langage ordinaire pris par opposition au langage formel, comme celui de la logique ou des mathématiques. Alors, c'est cette attention à la réalité des faits telle qu'elle est et non telle qu'elle devrait être dans l'abstraction qui a fait qualifier la démarche de ce courant philosophique de pragmatique, c'est-à-dire donc qui se concentre sur l'action. Alors c'est un courant anglais qui a ensuite trouvé des prolongements américains avec donc des philosophes comme Stanley Cavell et John Searle. Alors pour l'anecdote, comme je pense vous l'avoir dit précédemment, je me trouvais à Oxford précisément vers la fin des années 1970, c'est-à-dire, si je compte bien, il y a quelques 35 ans, ce qui ne me rajeunit pas. Et je me trouvais donc à Oxford à travailler sur la conception du langage de John Locke, telle qu'elle apparaît dans son essai Concerning Human Understanding, c'est-à-dire donc l'essai sur l'entendement humain. Et alors, ce travail de recherche m'a donc donné l'occasion de rencontrer certains représentants de cette école d'Oxford et de mesurer par là le fossé infranchissable que représentait à cette époque la Manche, en anglais le Channel, the Channel. Fossé d'abord géographique et physique. À l'époque, le tunnel n'avait pas encore été creusé et, j'aime mieux vous dire, il fallait une journée entière pour aller de Paris à Oxford, ce qui évidemment a un peu changé aujourd'hui, mais aussi fossé intellectuel et surtout philosophique. J'ai ainsi été le témoin direct de ce que Gilles Lannes, donc le traducteur de J.L. Austin, décrit dans son introduction à sa traduction. Alors, il commence par souligner le fait que présenter l'œuvre d'un philosophe anglais contemporain n'est pas une tâche très difficile, surtout lorsqu'il s'agit d'un penseur comme J.L. Austin. Il suffit en effet de laisser le lecteur devant les textes. Ceux-ci, la plupart du temps, sont clairs et écrits en un langage courant. Lorsqu'un terme ésotérique ou plus ou moins rébarbatif apparaît, il est à peu près toujours inséré dans un contexte immédiat, facile à comprendre ou défini au moyen de nombreux exemples tirés de l'expérience quotidienne. La présentation d'un seul ouvrage ne pose pas non plus de problème particulier. Point n'est besoin, par exemple, de synthétiser pour le lecteur la démarche antérieure ou l'évolution du philosophe, ni de le prévenir qu'il ne faut pas trop insister sur la compréhension de telle expression ambiguë, l'auteur devant lui donner un autre sens ou une précision importante dans une œuvre ultérieure. Entre parenthèses, dit Gilles Lannes, le cas serait différent s'il s'agissait d'un Heidegger, par exemple, ou d'un Merleau-Ponty, point de suspension. Mais c'est justement la netteté, parfois banale, du texte et de la pensée qui peut donner l'impression d'un manque de profondeur et irriter le lecteur continental. Continental entre guillemets. Continental, c'est nous. Hein. Certains Anglais disent encore, quand ils viennent chez nous, je vais sur le continent. Hein. Alors, le français, surtout, continue Gilles Lannes, le français, surtout,
éprouvera quelques difficultés à retenir son impatience et demandera bien vite « Où donc veut-il en venir ? S'agit-il d'un texte philosophique ?» Souligné. Les Anglais semblent piétiner, s'amuser avec le langage, par exemple, sans aborder en fin de compte les grands problèmes, là aussi entre guillemets. Il se peut pourtant que cette attitude apparemment tatillonne et réticente provienne en réalité d'une véritable préoccupation philosophique, qu'elle indique un domaine de recherche important et surtout une méthode que la philosophie aurait avantage à pratiquer en certaines circonstances et, entre parenthèses, assez souvent à notre avis. Et alors là, Gillan ajoute une note de bas de page où il fait une observation amusée à partir d'un certain nombre d'interventions, enfin d'un colloque qui s'est déroulé à Royaumont, à l'abbaye de Royaumont, donc au début des années 1960, sur le thème « La philosophie analytique ». Gillan fait cette observation pour reconnaître, je le cite, « combien l'entente y fut difficile, si jamais elle eut lieu, entre les chercheurs d'Oxford et les penseurs français. Ceux-ci, donc les Français, essayèrent en vain, semble-t-il, d'obtenir de leurs invités d'Oxford un exposé convaincant de la valeur philosophique, soulignée, de leurs recherches. Et bien que les chercheurs anglais aient éprouvé le sentiment très net de ne pas satisfaire aux exigences de leurs collègues continentaux, ils ne donnèrent certes pas l'impression, de leur côté, d'avoir été ébranlés dans leurs propres convictions. Autrement dit, donc, ce colloque de Royaumont, ça a l'air d'avoir ressemblé plus à un dialogue de sourds. Et je dois dire que moi-même, étant une continentale venant à Oxford pour travailler sur Locke, j'ai véritablement senti ce dialogue de sourds. Aussi, continue donc Gillan, voudrions-nous consacrer cette introduction à exposer les motivations immédiates d'Austen dans son œuvre philosophique, les raisons qui l'ont poussé à choisir le langage ordinaire comme objet immédiat de ses recherches et la méthode qu'il a employée et préconisée et qu'on pourra voir à l'œuvre dans le texte ici présenté. Et enfin, nous ajouterons quelques remarques sur le but principal qu'il visait en étudiant le thème de notre texte et sur sa conception de l'entreprise philosophique en général. Nous essaierons en dernier lieu de faire ressortir les points saillants des analyses qu'Austen a présentées dans Quand dire c'est faire, dans How to do things with words. Alors, c'est par, là je continue sur Gillan, c'est par une insatisfaction profonde vis-à-vis des élucubrations philosophiques du passé et des écrits des philosophes contemporains du continent qu'Austen a été amené, comme la plupart de ses collègues anglais, à donner à ses recherches la tournure originale que nous verrons. Il avait le sentiment qu'on élaborait des systèmes ou qu'on essayait de résoudre certains problèmes sans même savoir de quoi il s'agissait au juste. Il reprochait aux philosophes, en général, de ne pas avoir examiné toute la richesse des faits, soulignés, concernant un problème avant de lui chercher une solution. Un de ses collègues d'Oxford, le professeur Ryle, que vous avez ici, donc Gilbert Ryle, a exprimé de façon assez brutale mais précise cette insatisfaction caractéristique des penseurs anglais. Et là, donc, nous avons une citation de Gilbert Ryle. « Par mes lectures et par les réunions auxquelles il m'a été donné de participer récemment, je garde l'impression que beaucoup pensent qu'il est de leur devoir d'élaborer le plus tôt possible quelque chose qu'on puisse considérer comme leur système. » Donc là, ce que les Anglais attaquent,
c'est précisément cette caractérisation systématique de la philosophie continentale, notamment celle héritée de Hegel. Et si l'effort de ces lecteurs ne va pas au-delà du tome 1, qu'il est permis de laisser de côté tout ce qu'ils pourraient dire de concret sur l'application de leur système dans le détail. Si vous voulez un autre exemple, quand quelqu'un vient nous dire qu'il sait tirer la nourriture du sol et que nous découvrons à l'usage qu'il confond toutes les graines et qu'il ne sait pas bêcher son carré de jardin, nous le soupçonnons de vouloir tirer au flanc et de chercher à se faire une réputation à bon compte. Quoi qu'il en soit, et je ne voudrais pas être trop brutal, mais enfin il l'est quand même, cette tendance existe et se manifeste aussi de notre côté de la Manche. Nous croyons en être guéris, même si parfois le malade s'habitue à son traitement. Donc, fin de la citation donc, de Gilbert Ryle. Donc, l'idée qu'il y a ici, chez ces philosophes anglais pragmatiques, c'est que, avant d'élaborer des théories et des grands systèmes, avant d'aborder donc les grands problèmes, il faudrait peut-être commencer par s'assurer des faits. Et là, l'exemple effectivement, enfin, de celui qui se vante justement, enfin ça c'est un discours qu'on entend beaucoup maintenant à l'ère où l'écologie évidemment est en première ligne, donc on se vante tous évidemment de manger du bio et de manger les produits de notre jardin. Mais enfin, il était évident que si nous ne savons pas jardiner et que si nous ne sommes pas capables, comme c'est mon cas, de reconnaître des plants de carottes, des plants de navets, on est plutôt mal parti. Donc, Gilles Lannes donc, conclut dans ces termes. Bref, Austin reprochait à la philosophie continentale donc un certain obscurantisme paresseux, des préjugés dus à ce qu'on n'a pas recherché tous les aspects des faits problématiques et la tendance à présenter des solutions ou théories qui simplifient outrageusement le réel, entre parenthèses, sans d'ailleurs contribuer de façon significative à le faire comprendre. Il fallait donc remédier à cette situation déplorable et redécouvrir aujourd'hui la philosophie telle qu'elle avait été inventée partiellement à Athènes. Bien, donc là nous avons entre l'Angleterre et le continent finalement deux conceptions très différentes, voire opposées donc de l'exercice philosophique. Alors Austin part, je le disais tout à l'heure, du langage ordinaire et de l'idée commune selon laquelle un statement, c'est-à-dire une affirmation, un statement est fait pour describe, pour décrire, ou state some fact, c'est-à-dire donc affirmer un fait. Alors Austin fait ensuite la distinction qui l'a rendu célèbre donc entre différents types d'énoncés, c'est-à-dire des utterances. Alors, vous avez d'une part des descriptive ou constative utterances, c'est-à-dire des énoncés descriptifs ou constatifs. Ça, c'est une sorte de néologisme, je pense, inventé par Austin, constatifs qui se contentent donc de constater ou de décrire le réel sans rien y changer. C'est-à-dire que le réel reste ce qu'il était avant l'énoncé. Vous avez par ailleurs donc ce que Austin appelle des performative utterances, c'est-à-dire des énoncés performatifs qui, eux, agissent sur le réel et qui ont sur le réel un effet qui le modifie. Alors, je vous donne un exemple, à la manière donc de ces philosophes anglais.
Si vous dites « la poubelle est pleine », vous aurez beau le répéter autant de fois que vous le voudrez, votre poubelle, elle restera pleine. C'est donc un énoncé constatif. Mais si vous dites « va me vider cette poubelle » ou « je m'en vais vider cette poubelle » ou « je promets solennellement d'aller vider la poubelle », il y a une chance pour que votre injonction soit entendue et exécutée ou que vous joigniez vous-même le geste à la parole, avec pour effet que la poubelle passera du plein au vide, pour reprendre une formule célèbre. Cet exemple des plus triviaux, alors on a effectivement l'impression d'être très loin des grands problèmes philosophiques, cet exemple tente à montrer que dans certaines situations, dire, c'est faire, ou parler, c'est agir. Idée que nos philosophes anglo-américains, et notamment John Searle, ont dénommé le Speech Act Theory, c'est-à-dire la théorie de la locution comme acte, ou de l'acte locutoire. Alors, je commence à voir se former dans vos yeux beaucoup de points d'interrogation, parce que c'est bien joli tout ça. Pourquoi est-ce qu'elle nous raconte tout ça, parce que et Confucius là-dedans. Eh bien, c'est Fingeret, toujours lui, qui établit le lien entre la théorie de J.L. Austin concernant les performative utterances, c'est-à-dire les énoncés performatifs, et la fonction rituelle du langage, qu'il croit voir mise en œuvre dans les entretiens. Fingeret nous dit ceci: It is now a commonplace of contemporary analytical philosophy, as it was a basic thesis of pragmatist philosophies, that we use words to do things. C'est désormais un lieu commun de la philosophie analytique contemporaine, comme c'était une thèse fondamentale des philosophies pragmatistes, que nous faisons usage des mots pour faire des choses. Et il continue ainsi: Contemporary linguistic analysis in philosophy has revealed increasingly how much the ritual word is itself the critical act rather than a report of or stimulus to action. Donc l'analyse linguistique contemporaine en philosophie a révélé de plus en plus, de manière croissante, combien la parole rituelle est en soi l'acte critique plutôt qu'un témoignage sûr ou un stimulus à l'action. Alors, Fingeret, à la suite d'Austin, parle de statements, d'affirmations, qui ont force d'actes rituels. Il dit ceci: They are statements, but they are not statements about some act or inviting some action. Instead, they are the very execution of the act itself. C'est-à-dire, ce sont des affirmations, mais ce ne sont pas des affirmations portant sur ou invitant l'action. Elles sont plutôt l'exécution même de l'acte lui-même. Alors, l'exemple le plus probant, que au moins certains d'entre vous connaissent peut-être, ou l'ont vécu en tout cas, c'est le fameux oui en réponse à la question « Voulez-vous prendre pour époux ou pour épouse un tel ou une telle ?» lors de la cérémonie du rite du mariage. Alors, le mot « oui » est probablement l'un des plus ordinaires
l'un des mots les plus ordinaires, des plus banals, de ceux que nous énonçons des milliers de fois par jour sans même y penser. Mais le oui qui change la réalité, qui fait que de non-mariée, je deviens une femme mariée, c'est un oui qui engage toute la personne, du moins en principe. De la même façon que dans le petit bout de film que nous avons vu la dernière fois, Belmondo s'évertuait à faire comprendre à Anconina qu'il y a une manière de dire bonjour qui engage toute la personne. Un bonjour où on doit, dit-il, sentir la compassion. Alors, si Belmondo, ou du moins le personnage qu'il joue dans le film, était confucéen, ça c'est assez amusant de s'imaginer Belmondo en lettré confucéen, bien, il aurait dit que l'acte de se saluer, de se dire bonjour, est une manifestation ritualisée du lien humain qu'est le fameux ren confucéen ici. Donc ren, donc avec justement ce graphème donc de l'humain accompagné du signe 2 qui montre bien que l'humain se définit donc en termes de relations humaines. Alors, la force de ces énoncés réside en effet dans la force même du rite, cette force magique qui ne s'impose pas par la contrainte physique dont parle Fingeret depuis le début. Et Fingeret va même plus loin qu'Austen en disant que ce qui importe n'est pas tant l'analyse du langage que la reconnaissance à laquelle nous conduit cette analyse, la reconnaissance du caractère essentiellement rituel de la vie humaine. Fingeret nous dit ceci, donc « Indeed, the central lesson of these new philosophical insights is not so much a lesson about language as it is about ceremony. » Donc, en fait, la leçon centrale à tirer de ces nouvelles perceptions philosophiques n'est pas tant une leçon sur le langage que sur le cérémoniel. Alors, en mettant le rite au centre de son attention et de sa lecture des entretiens, et en abordant la question du rite par ses aspects les plus ordinaires et les plus quotidiens, Fingeret donnait l'exemple du shake hand, de la poignée de main, Fingeret réussit à faire quelque chose de totalement inédit. C'est-à-dire qu'il réussit à sortir les rites qui sont en général considérés comme l'élément le plus culturellement déterminé des entretiens. Il réussit donc à sortir les rites de leur déterminisme culturel. En d'autres termes, il réussit à faire de ce qui apparaissait jusqu'alors comme un trait spécifique, sinon le plus irréductiblement spécifique de la culture chinoise ancienne, il réussit à en faire donc une donnée universelle de l'existence humaine en général, pour tous les lieux et pour tous les temps. Fingeret en arrive à affirmer ceci: The ceremonial act is the primary irreducible event. Donc l'acte cérémoniel est l'événement premier et irréductible, sous-entendu non réductible à une quelconque spécificité culturelle. Et il continue en disant ceci: Of course, we must be leery of reading our own contemporary philosophical doctrines into an ancient teaching. Yet, I think that the text of the Analects, in letter and spirit, supports and enriches our own quite recently emerging vision of man as a ceremonial being.
Certes, nous devons nous garder de lire un enseignement antique en y plaquant nos doctrines philosophiques contemporaines. Là aussi, économie de l'anglais, to read something into. Donc, je pense toutefois que le texte des analectes, donc des entretiens, dans la lettre comme dans l'esprit, conforte et enrichit notre vision qui vient tout juste d'émerger de l'homme comme être cérémoniel. Donc, Fingeret insiste bien sur le fait qu'il lit les entretiens d'une certaine manière de façon anhistorique, mais en tirant justement cette leçon proprement philosophique, mais au sens donc de la philosophie pragmatiste dont il se réclame. Alors, Fingeret a effectivement raison d'être assez prudent quant à cette méthode qui consiste à plaquer donc des lectures nouvelles ou contemporaines sur des textes anciens. Alors, nous allons voir justement en quoi cette méthode est problématique à propos donc d'un passage très fameux des entretiens qui, à première vue, semble aller tout à fait dans le sens de Fingeret en reliant donc le en reliant donc directement le dire à l'agir. Alors, il s'agit d'un passage un petit peu plus long que ceux que nous avons lus jusqu'à maintenant et qui se présente sous la forme donc d'un dialogue fictif, encore une fois. Il s'agit donc de la section 3 au livre 13 des entretiens. Alors, 子路曰：“魏君待子而为政，子将西先。” Donc, vous avez le disciple Zi-lu, qui est un des disciples principaux de Confucius, celui qui est toujours à ses côtés, et qui donc dit, vous reconnaissez donc maintenant ce verbe yue, qui veut dire donc dire, prendre la parole, demander, etc. Enfin, donc parler. Wei Jun, c'est-à-dire donc le souverain de Wei, c'est donc un des pays de l'époque de Confucius, le souverain ou le duc de Wei. Daizi, er Wei Zheng. Donc, à supposer qu'il, littéralement, qu'il attende, qu'il vous attende. Le zi désigne toujours donc le maître. C'est une formule de politesse pour s'adresser donc à celui qui est en face de vous. Donc, à supposer donc que le souverain de Wei vous attende ou compte sur vous pour Wei Zheng. Ça, c'est une expression que nous avons rencontrée récemment, c'est-à-dire pour littéralement faire marcher, faire agir donc les affaires de son gouvernement. Jiang Xixian, c'est-à-dire toujours maître, qu'allez-vous faire en premier? Xian. Xi est une particule interrogative. Donc, qu'est-ce que vous. Jiang désigne donc une action projetée dans l'avenir. Donc, qu'allez-vous faire en premier? Si le souverain de Wei donc, vous charge d'être son premier ministre, mettons, d'être en charge de son gouvernement, qu'allez-vous faire en premier? Zi yue, bi ye, zheng min hu. Donc le maître répond,
Alors, pi indique donc une nécessité, une obligation. Hein, c'est un verbe, le plus souvent, qui veut dire qui veut dire qu'on ne peut pas faire autrement. Hein, c'est-à-dire, donc, ce sera nécessairement hein, zhengming. Alors là, vous reconnaissez ce caractère zheng dont je vous entretiens depuis quelque temps. Hein, ce caractère extrêmement carré qui veut dire donc droit ou se tenir droit ou dans la droiture, la rectitude. Donc ce sera nécessairement ou ça ne pourra être que de zhengming. Alors qu'est-ce que ça peut être? C'est-à-dire littéralement de rendre droit les noms. On a souvent traduit cette expression donc par la rectification des noms. Alors je vous mets au défi de comprendre immédiatement ce que ça peut vouloir dire. Hein. Bon. Donc pour l'instant, j'en reste donc à cette traduction. Ce sera nécessairement donc de rectifier les noms. Alors, 子路曰：“有事哉！子之语也，奚其政？” Alors, Zi-Lu répond, donc il reprend la parole en s'exclamant, hein, mais Yo Shizai, c'est-à-dire littéralement, mais est-ce qu'il y a une telle chose, hein, c'est-à-dire, est-ce que c'est possible hein, que vous, hein, toujours maître, que vous soyez littéralement aussi loin sous-entendu du but. Si je traduisais en langage extrêmement familier, voire un peu vulgaire, je dirais, mais évidemment c'est peu probable que le disciple s'adresse au maître comme ça, mais en langage familier, ça dirait mais c'est pas possible, vous n'y êtes pas, vous êtes complètement à côté de la plaque. En effet, donc, Xi Qi-zheng, c'est-à-dire qu'y a-t-il donc hein, à rectifier? Qu'est-ce que vous pensez rectifier? Alors, le maître répond sur le même ton, donc, Zi yue, ye zai you ye. Junzi, yu qi suo bu zhi, gai que ru ye. Le maître, donc, rétorque, hein, il appelle Zi-Lu par son nom personnel, donc Yo. Hein, c'est une façon assez familière de s'adresser à lui. Donc, Ye Zai, Ye, ça veut dire littéralement, donc ça peut vouloir dire sauvage, mais ça peut vouloir dire quelqu'un de mal dégrossi, un campagnard, hein, un rustre. Hein, donc, mais quel rustre tu fais en s'adressant donc à Zi-Lu. Hein, et il lui fait donc la morale en lui disant donc le Junzi, c'est-à-dire l'homme de bien, yu qi suo bu zhi, c'est-à-dire concernant quelque chose qu'il ne connaît pas, gai que ru ye, c'est-à-dire littéralement il devrait faire comme s'il y avait un blanc, hein, c'est-à-dire laisser les choses en suspens, hein, autrement dit, donc un homme de bien devrait s'abstenir de parler des choses qu'il ne connaît pas. Autrement dit, quand on ne sait pas, on ferait mieux de se taire. Bon, ensuite, vous avez alors toute une série de propositions que je vous ai disposées de manière à ce que vous voyez donc le parallélisme. Vous avez des propositions qui sont toutes construites de la même manière, en deux parties, la deuxième partie étant introduite par le mot ze qui veut dire alors. Alors, la première proposition dit donc ming bu zheng, ze yan bu shun, c'est-à-dire donc quand les noms ne sont pas droits, donc quand ils ne sont pas dans la rectitude ou quand ils ne sont pas rectifiés, alors yen, c'est-à-dire la parole ou ce qu'on dit, bu shun. Littéralement, shun ici c'est un caractère intéressant
c'est un mot intéressant parce que il est utilisé dans beaucoup de textes dans un sens quasiment philosophique. J'attire votre attention, alors je ne sais pas si vous le voyez bien ici, vous avez donc sur la partie gauche du caractère 3 traits verticaux qui, pris indépendamment, désignent la rivière. Dans chinois moderne, cette partie-là, prise indépendamment, prise isolément, se prononcerait donc Chuan. C'est le Chuan que vous avez dans le nom de la province du Sichuan. Sichuan, ça veut dire la province des quatre fleuves ou des 4 rivières. Donc, ce terme shun veut dire donc aller dans le sens du courant. Autrement dit, donc, si les noms ne sont pas droits ou ne sont pas rectifiés, alors ce qu'on dit ne va pas dans le bon sens. Proposition suivante, yan bu shun, ze shi bu cheng. Donc, quand ce qu'on dit ne va pas dans le bon sens, alors ce qu'on fait, le shi, c'est-à-dire shi, ça désigne toutes les activités, les affaires, enfin la manière de s'activer. Alors, ce qu'on fait, bu cheng, c'est-à-dire ne s'accomplit pas, n'aboutit pas. Shi bu cheng, ze li yue bu xing. Quand ce qu'on fait n'aboutit pas, alors li yue, alors là c'est un doublé que nous avons vu la dernière fois, donc les rites et la musique. Nous avions vu la dernière fois donc la musique et la danse rituelle sont très souvent donc associés aux rites. Donc les rites et la musique, littéralement, ne pushing, c'est-à-dire ne prospèrent pas, ou on pourrait comprendre ne font plus d'effet. Li yue pushing, ze xing fa bu zhong. Donc, quand les rites et la musique ne font plus d'effet, alors les xing, là aussi c'est un mot que nous avons déjà rencontré, qui désigne les châtiments ou les lois pénales. Et j'avais attiré votre attention justement sur la partie radicale que vous avez sur la droite du caractère. C'est une schématisation du mot couteau ou du mot lame, ce qui vous montre bien que ces lois pénales ou ces châtiments pénaux sont la plupart du temps mutilatoires. Donc, alors les lois pénales et les fa, c'est-à-dire les punitions, puchong, ici, j'attire votre attention sur la prononciation. Ce mot zhong, vous le connaissez au premier ton, comme désignant donc le milieu. Vous savez tous que le pays du milieu, c'est la Chine, Zhongguo, le pays du milieu, etc. Ça désigne donc la centralité au premier ton, zhong. Mais si vous le prononcez au 4e ton, zhong, ça vous indique qu'il s'agit d'un verbe. Et cette hypothèse est confirmée par justement la forme du négatif ici, pu, qui s'emploie justement avec des verbes. Sinon, vous auriez un autre négatif. Donc, quand vous avez pu, vous êtes sûr que ce qui suit est un verbe. Donc, puchong, ça veut dire donc les lois pénales et les châtiments ou les punitions littéralement ne vont pas au cœur de la cible. Je vous rappelle là que ce graphème de zhong, ça désigne donc une cible qui est vue donc de profil, qui est traversée donc en son milieu par une flèche. Donc là, il y a une référence évidemment à une activité rituelle par excellence, c'est-à-dire donc le tir à l'arc. Et contrairement à nos représentations à nous, où nous avons tendance à représenter donc la cible de face, ici donc il s'agit d'une cible représentée donc de profil, si j'ose dire. Donc littéralement,
les lois pénales et les châtiments ne font pas mouche, ne touchent pas le cœur de la cible, autrement dit, ne tombent pas juste. Et enfin, donc, 刑罚不重，则民无所措手足. Donc, quand les lois pénales et les punitions ne tombent pas justes, alors le peuple, c'est-à-dire littéralement, il n'a plus d'endroit, il ne sait plus où, c'est-à-dire mettre les mains et les pieds. Ici, dans le texte des entretiens, vous avez le verbe cuo sous cette... là, je finasse un peu pour ceux d'entre vous qui lisent le chinois, mais en fait, c'est mis pour ce caractère-là. Donc, cuo shouzu, il ne sait plus comment, littéralement, enfin, on pourrait dire sur quel pied danser, il ne sait plus à quoi s'en tenir, par où commencer. Alors, la phrase de conclusion... La voilà, donc, 故君子明之，必可言也；言之，必可行也. Donc, voilà pourquoi, vous avez ici la conclusion justement de toute cette série donc, de propositions. Voilà pourquoi le Junzi, c'est-à-dire l'homme de bien, Mingzhi, donc quand il nomme les choses, il faut que il faut que ce qu'il nomme lui permette de parler, sous-entendu correctement. Et yanzhi, et quand il parle, il faut que ces paroles c'est-à-dire littéralement lui permettent d'agir correctement. Alors, la conclusion de tout ça, c'est Junzi yu qi yan wu suo gou er yi. Donc, l'homme de bien, donc vis-à-vis de ce qu'il dit, donc ne dit jamais rien, gou, c'est-à-dire donc à tort ou à travers. Ne dit jamais rien à tort et à travers, yi, voilà tout. Fin de la, donc, point à la ligne, fin de la leçon. Alors, cette histoire de zhengming, de rectification des noms, donc, a fait couler beaucoup d'encre, d'abord parce que cette section des entretiens est de toute évidence d'authenticité douteuse, ou du moins de datation tardive. En effet, vous avez donc cette construction que vous avez tous remarquée, même en ne lisant pas un mot de chinois, donc cette construction en sorite, c'est-à-dire du type si A alors B, si B alors C, si C alors D, etc. Donc cette construction en sorite est la marque d'un texte du début de l'ère impériale, donc largement ultérieure donc, au vivant de Confucius de toute façon, et c'est une construction qui est totalement en dissonance par rapport au reste des dialogues des entretiens. D'autre part, c'est la seule occurrence de cette expression zhengming dans tous les entretiens. Alors, cette expression semble faire référence éventuellement à une exigence rituelle de type confucéen, mais elle fait surtout penser à une idée légiste, c'est-à-dire ce courant qui s'est opposé de manière assez virulente justement au ritualisme confucéen, et pour qui seules les lois, et notamment les lois pénales, peuvent obtenir de maintenir l'ordre justement dans un corps sociopolitique. C'est pour ça qu'on l'a appelé le courant légiste. Donc il y aurait là en fait plutôt
l'idée légiste de faire correspondre les noms, Ming, avec la réalité. La réalité sous-entendue d'une fonction. Alors, si nous lisons donc ce texte d'un point de vue légiste, nous comprendrions donc cette expression rectification des noms comme le fait de s'assurer que quand vous nommez quelqu'un, parce que Ming, ça peut être nommer quelque chose, je nomme cet objet en bois table, mais je peux aussi vous nommer Premier ministre. Donc, d'un point de vue légiste, il s'agirait au fond de s'assurer que quand je vous nomme Premier ministre, que vous agissiez véritablement en Premier ministre, que vous remplissiez exactement vos fonctions de Premier ministre. Mais il peut y avoir aussi une lecture, disons plus confucéenne, que je vous lis rapidement ici, et que vous trouvez donc à la section 11 du livre 12. Qi Jinggong Wen Zheng yu Kongzi. Donc là, vous avez en fait un souverain du pays de Qi, qui s'appelle le duc Jing de Qi, qui pose une question toujours sur Zheng. Ça, c'est vraiment la grande préoccupation du moment. Donc, pose une question sur le mode de gouvernement à Kongzi, c'est-à-dire maître Kong. Alors, Kongzi dui yue, Jun Jun Chen Chen Fu Fu Zi Zi. Bien. Alors, donc, maître Kong répond. Et alors là, vous remarquez que vous avez deux fois donc le même mot. Alors, il faut savoir donc que le premier mot est un nom, un substantif, justement un Ming. Et le deuxième est un verbe, est pris comme un verbe. Autrement dit, pour gouverner correctement, il suffit donc que le Tun, c'est-à-dire le prince, se conduise en prince, le Chen, le ministre, se conduise en ministre, le père se conduise en vrai père et le fils se conduise en vrai fils. Alors, Gong Yue, Shan Zai, Xin Ru Jun bu Jun, Chen bu Chen, Fu bu Fu, Zi bu Zi, Sui you su, Wu de, er shi zhu. Donc le duc répond, excellent, je trouve votre réponse très bonne, Shan Zai. On peut donc être certain, Xin, on peut donc avoir confiance dans le fait que si le souverain, le prince ne se conduit pas en prince, le ministre ne se conduit pas en ministre, le père ne se conduit pas en père, le fils ne se conduit pas en fils, même si donc littéralement on dispose de vivres, c'est-à-dire donc de provisions de grains, c'est-à-dire si l'État est riche, s'il a on dirait maintenant une économie prospère, un taux de croissance à 2 chiffres, ou de c'est-à-dire moi en fait en tant que souverain, ça n'est même pas certain que j'ai en fait de quoi manger, c'est-à-dire donc au fond si justement je ne respecte pas cette règle rituelle de me conduire en véritable souverain afin que le reste du corps sociopolitique suive à l'avenant, à ce moment-là, je ne suis même pas sûre de pouvoir manger demain. C'est-à-dire que l'État sera dans un tel désordre que même ma place de souverain n'est plus assurée. Donc là, vous avez ici une confirmation peut-être justement de la lecture ritualiste de ce passage précédent que nous venons de lire.
Alors, je dois m'arrêter ici pour aujourd'hui. Je termine donc ce premier cours de la nouvelle année chinoise donc sur un emprunt que je fais à une amie qui, je l'espère, ne m'en voudra pas, et qui est une citation, vous allez voir, attribuée à Alphonse Allais. Être de quelque chose, ça pose un homme, comme être de Garenne, ça pose un lapin. Bon. Alors, donc, la semaine prochaine, pas de lapin. Au contraire, vous aurez même 2 cours pour le prix d'un, puisque nous nous retrouvons ici le matin à 11h pour la dernière séance de l'année, et l'après-midi à 14h30, je rappelle que se tiendra dans l'amphithéâtre Guillaume Budet la conférence du professeur Michael Lowy, un immense savant et un très grand monsieur de la sinologie britannique et internationale. Donc décidément, nous ne sortons pas donc des Anglais. L'Angleterre vient nous envahir sur le continent. Bien, merci et bonne année à tous encore une fois.